Bienvenue à cette correction commentée de l'échantillon d'examen 1. Si vous n'avez pas encore essayé cet examen, nous vous encourageons vivement à le faire avant de continuer avec cette ressource, car l'examen réel n'est pas basé sur la mémorisation, mais sur la compréhension. Précisons qu'à la date de préparation de ce cours, l'examen n'est disponible qu'en anglais, d'où notre choix de laisser les questions en anglais. Mais bien sûr, nous ferons nos commentaires en français. Rappelons ici que l'examen praticien utile 4, habilitation du changement, est un examen de niveau spécialiste. Il suppose donc une compréhension au moins du niveau Foundation d'ITIL 4, même si l'examen ITIL 4 Foundation n'est pas exigé. L'examen dure 30 minutes et est constitué de 20 questions, chaque question valant 1 point. Il n'y a pas de point négatif, d'où la nécessité pour vous de donner une réponse ou d'essayer toutes les questions. Il n'y a bien sûr qu'une seule bonne réponse par question et vous devez obtenir 13 réponses justes sur les 20 questions afin de pouvoir passer l'examen. Ceci étant dit, nous allons commencer cette correction de l'échantillon d'examen 1 fourni par Solos. La première question vous a proposé 4 énoncés au sujet de l'habilitation du changement en vous demandant de déterminer lequel des 4 énoncés était vrai. Vous devez vous souvenir que la vitesse de la mise en place ou de l'implémentation du changement dépend des besoins organisationnels, contrairement à ce qui est supposé par l'option D, qui voudrait que la vitesse soit maintenue aussi haute que possible. Non, elle peut être haute, elle peut être basse, cela dépend des besoins organisationnels. Le nombre de changements requis dépend également des besoins organisationnels et il n'y a pas de raison de minimiser ce nombre ou de le maximiser. Il n'y a pas de nombre par défaut, il n'y a pas de valeur par défaut. Cela dépend plus des besoins organisationnels, contrairement à ce que suppose l'option C. Et l'option B est également fausse parce que l'utilisation des standards de l'industrie ne fait partie d'aucune recommandation du guide de la pratique de l'habilitation du changement. Et même s'il y avait des standards de l'industrie, l'habilitation du changement a pour but de supporter les besoins de l'organisation. Donc, l'option A est donc correcte, car différentes organisations ou même différentes parties de la même organisation peuvent nécessiter différentes façons de gérer le changement à différentes vitesses et différentes méthodes pour livrer le résultat de ce changement. Il faut donc de la flexibilité et de l'agilité pour faciliter la pratique de l'habilitation du changement. Et la flexibilité et l'agilité sont en même temps les clés des organisations modernes. La bonne réponse ici, c'est donc l'option A. La deuxième question, which method of decreasing change-related risk may lead to delays in change realization? Il s'agit donc de savoir quelle méthode de réduction des risques liés au changement peut augmenter les délais dans la réalisation du changement. Et des 4 options proposées ici, 3 permettent la minimisation des risques et l'optimisation des délais, contrairement à ce qui est demandé. Et ces 3, c'est minimiser la taille des changements individuels, l'automatisation et la réduction des tâches manuelles, soit l'option A, B et D. La seule option qui aura à coup sûr pour effet une augmentation des délais, c'est l'option C, increasing the number of teams involved in change authorization. Autrement dit, comme nous l'avons vu en cours, l'augmentation des parties prenantes dans l'autorisation du changement aura certainement pour conséquence d'augmenter les délais dans la réalisation du changement. La bonne réponse, c'est donc l'option C. La prochaine question est une question de type liste. Tout d'abord, vous devez comprendre, et c'est un rappel, que les questions de type liste vous offrent toujours 4 options, 2 de ces options étant vraies et 2 étant fausses. Il s'agit donc de choisir la réponse qui possède les 2 options vraies. Dans notre cas, l'idée ici est de choisir les 2 options qui indiquent ou alors qui concernent le mieux les métriques pour mesurer l'efficacité du changement. Il faut donc noter au mieux, best. Cela signifie que les autres options peuvent le faire aussi, mais pas de la meilleure façon. Il faut donc choisir le best, les meilleurs.
Les quatre options vous sont ici proposées. Mais vous devez vous rappeler au passage que l'efficacité du changement peut être mesurée par deux choses, les sorties, output, et les résultats, outcome. Les sorties ou output décrivent ce qui est transformé ou la transformation des ressources d'entrée en ressources de sortie, tandis que les résultats décrivent la contribution à un résultat organisationnel. Ça peut être l'amélioration continue, ça peut être l'optimisation d'un aspect ou un autre de l'organisation. Les résultats ont trait à une sorte de transformation organisationnelle, tandis que les sorties décrivent simplement les éléments de sortie après la transformation des éléments d'entrée. En gardant cela à l'esprit, nous pouvons continuer avec le raisonnement. Pour dire que, dans le contexte des éléments de sortie ou des outputs du changement, un changement efficace peut être décrit comme un changement qui a réussi à transformer effectivement les ressources de leur état initial à l'état cible prédéfini. Cependant, vous devez noter que l'état cible est rarement l'objectif du changement. L'état cible n'est qu'un état qui permet la réalisation du résultat, outcome. Et ce résultat est décrit, ou alors un changement efficace du point de vue du résultat, est un changement qui contribue effectivement à la réalisation des résultats prédéfinis. Lorsqu'on considère les options 1 et 4, l'option 1 par exemple, was the software update installed successfully? C'est une mesure des sorties. Est-ce que l'installation du logiciel s'est passée convenablement? Est-ce qu'on a pu partir de l'état cible vers l'état souhaité, c'est-à-dire un logiciel installé? C'est le résultat, c'est la sortie. L'élément en sortie, c'est le logiciel installé. Et l'option 4, combien en termes de coût a été épargné comme un résultat du changement? Et ici, on voit bien qu'il s'agit du résultat, ce qui est rendu possible par l'installation du logiciel, par l'utilisation, par exemple, du nouveau logiciel. C'est une économie de coût qui a un impact sur l'organisation dans son ensemble. Il s'agit donc ici d'une mesure du résultat. Et on l'a bien vu, on veut parler, lorsqu'on parle d'un changement efficace, on veut parler d'un changement qui réussit dans ces deux aspects. Atteindre le résultat souhaité à travers l'élément de sortie souhaité. Un logiciel effectivement installé va permettre d'épargner, de faire des économies en termes d'argent. C'est donc la seule option, c'est donc les deux seules options qui sont vraies, les autres n'étant pas les meilleures, comme nous l'avons dit au début. Et la réponse qui présente ces deux options, l'option 1 et 4, c'est bien la réponse D. Donc, dans le contexte de notre question, la bonne réponse, c'est la réponse D. La question 4 est une question à la forme négative, ce qui signifie que des quatre propositions ou sur les quatre propositions, 3 sont de bonnes propositions et ne sont donc pas la bonne réponse. Il faut trouver la seule proposition qui soit une mauvaise proposition. Le contexte révèle qu'il s'agit des attentes des parties prenantes ou comment équilibrer les attentes des parties prenantes. Et lorsqu'on considère les propositions A, B, C, D, puisqu'il faut trouver la proposition qui ne peut pas être utilisée pour équilibrer les attentes des parties prenantes, l'option A est effectivement une option qui permet d'équilibrer les attentes des différentes parties prenantes. Pareil pour l'option B et l'option C. L'option D demande de prioriser les détails techniques du changement et indique cela ou utilise cela comme un déterminant pour le succès de la pratique de l'habilitation du changement pour tous les parties prenantes. Or, les détails techniques n'adressent pas les attentes des parties prenantes uniquement. Les changements qui sont implémentés avec une précision technique, mais qui ne produisent pas les résultats souhaités, ne remplissent pas les attentes des parties prenantes. Donc, c'est la mauvaise option ici, l'option à éliminer, ce qui en fait donc la bonne réponse. La bonne réponse ici, c'est donc la réponse D. La forme contraire de la question précédente consiste à retrouver la seule option qui est vraie
Et c'est le cas de la question 5, which of the following is correct about change models? Il s'agit donc de trouver la seule option qui est bonne. Et plusieurs options sont données concernant les modèles de changement. Notez que les modèles de changement peuvent inclure le test des hypothèses. C'est ce que dit le guide de référence de la pratique de l'habilitation du changement en ces mots. Les modèles de changement peuvent aussi être utiles quand il s'agit de faire face ou alors quand il faut traiter avec l'incertitude des situations complexes. Par exemple, un process qui est déterminé par un modèle de changement peut inclure des expérimentations sécurisées, des expérimentations, on n'a pas peur d'échouer parce que suffisamment de sécurité sont prises, où différentes hypothèses peuvent être testées, ou une ou quelques solutions peuvent également être implémentées. Et c'est le cas. When the solution is not yet known, it is permitted to include the testing of various hypotheses as part of change model. C'est bien ce que dit le manuel. On peut se permettre de tester plusieurs hypothèses concernant le modèle de changement. Tandis que l'option B, l'autorisation, les règles d'autorisation sont déterminées pour tous les types de changements. Et tous les types de changements n'utilisent pas les modèles de changement. L'option C, les modèles de changement peuvent être utilisés dans des situations complexes. Et l'option D, les modèles de changement décrivent les 4 dimensions de la gestion des services. Ces options ne sont donc pas vraies. La bonne réponse, c'est la réponse A. La question 6 est également une question de type liste. Ainsi, 2 options sont vraies, tandis que les 2 autres ne le sont pas. Il faut donc choisir la réponse qui contient les 2 options qui sont vraies. Un petit scénario au début. An organization aims to ensure effective integration of the change enablement planning and optimization process into service value stream. Which 2 input to the process should the organization consider in this case? Il s'agit en résumé d'une question de cours qui vous demande de trouver 2 éléments qui peuvent être considérés comme des inputs, c'est-à-dire des données d'entrée du processus planification et optimisation de l'habilitation du changement, puisque c'est ce processus que l'organisation veut intégrer dans ses chaînes de valeur. Et les 2 éléments, si on se réfère au cours, sont l'élément, l'option 2, l'approche approuvée pour la gestion des changements standards, et l'option 3, le commitment ou alors l'engagement des parties prenantes. Ces 2 options sont effectivement des éléments du cycle de vie du changement et se réfèrent toutes au modèle du changement actuel et aux procédures de changement standard. La bonne réponse, c'est donc l'option B qui contient ces 2 éléments, l'élément 2 et 3. La question 7. What can be expected when analyzing the potential benefits of introducing automation in the change lifecycle management process? Les bénéfices de l'introduction de l'automatisation dans le cycle de vie de la gestion du changement. Et 2 de ces options sont évidemment fausses quand on considère l'option A et B, qui semble indiquer qu'il y aura plus de temps qui sera ajouté. Or, on le sait, l'automatisation a pour objectif de réduire le temps, que ce soit le temps pour planifier le changement, que ce soit également le temps pour la revue de changement. L'automatisation va plutôt réduire ces temps, ce qui fait de l'option A et de ces options des options fausses. L'option C, change reviews for successful change will be carried out more often in the future. On sait également que cela n'est pas vrai, car un autre bénéfice de l'automatisation, c'est de réduire, voire même d'annuler les revues de changement. Les options A, B et C sont donc fausses. Il ne nous reste plus donc qu'à tester l'option D, authorization of standard changes will be carried out less often in the future. Et nous savons bien que d'après le cours, le fait de se passer de l'autorisation pour les changements standards est bel et bien un bénéfice de l'automatisation. Car ne l'oublions pas, les changements standards sont préapprouvés à faible risque. Ils sont donc bien connus. Pour comprendre cela, imaginez la notion de backlog ou d'arriéré.
vous avez les éléments sur lesquels l'équipe doit travailler ensuite qui sont au-dessus du backlog, au-dessus de l'arriéré. Ce qui fait que l'équipe n'a pas besoin d'une autorisation spéciale pour récupérer ces éléments et travailler dessus. C'est l'un des bénéfices de l'automatisation pour ce qui est des changements standards, le fait de pouvoir se passer de l'autorisation pour ces changements-là, les changements standards. La bonne réponse, c'est donc la réponse D. La question 8 vous a permis de réviser les différentes activités, telles que l'activité de revue et de planification du changement. 4 propositions vous sont faites et la question est de savoir laquelle de ces propositions est un exemple de cette activité-là, c'est-à-dire revue et planification du changement. Des 4 propositions, une seule est vraie. Cette option n'est pas l'option A, pour la simple raison que la nomination d'un gestionnaire du changement, qui est suggéré ici dans l'option A, est non seulement fait partie de l'activité d'initialisation de l'habilitation du changement, comme nous l'avons vu en cours, mais ce ne sont pas les clients ou les consommateurs qui nomment le gestionnaire de changement au nom de leur fournisseur de services. C'est une mauvaise pratique, ce qui fait de la réponse A une réponse fausse. La réponse B est également fausse parce qu'un coordinateur du changement peut effectivement soumettre des requêtes de changement, des RFC, Request for Change, en tant qu'activité de ce processus. Mais cela ne se fera pas dans le processus de revue et de planification du changement. Le choix D est également incorrect car informer les parties prenantes des changements ou des changements des procédures liées au changement ne fait pas partie du processus de revue et de planification du changement. Il y a donc une seule réponse qui est vraie et c'est la réponse C. L'amélioration des modèles de changement, l'automatisation font bel et bien partie de la revue et de la planification du changement d'après le guide de référence. La bonne réponse est donc la réponse C. Et la question 9 a été vue en cours, vous en êtes sans doute souvenu. L'idée étant de se demander est-ce qu'il faut garder ou pas un comité consultatif du changement, le CAB. Et nous avons vu que la bonne réponse n'était pas de garder ou de démanteler le comité consultatif du changement, mais c'était ce qui viendrait après. Et l'option D était la meilleure option, car s'il est vrai que le fait de démanteler le comité consultatif du changement peut être une bonne action à faire, l'organisation ici est présentée comme ayant plusieurs dépendances entre les équipes. Et une telle organisation aura forcément besoin d'une instance ou d'un instrument comme le comité consultatif du changement pour examiner, pour étudier et autoriser les changements. Et la bonne option, c'est donc démanteler le comité consultatif de changement, mais créer des procédures pour désigner des équipes temporaires des parties prenantes afin d'analyser et d'autoriser les changements. Il s'agit donc de l'option D, la bonne réponse. La question 10 présente une organisation qui, vous l'avez sans doute constaté en essayant cette question lors de votre examen blanc, cette organisation a eu l'habitude de mettre en place des initiatives isolées, mais les résultats sont limités. Et donc, sur quoi l'organisation doit donc concentrer son attention pour résoudre ce problème? L'option A, les changements au niveau des procédures. L'option B, les changements au niveau des flux de valeur. L'option C, les changements au niveau des produits individuels. Ou l'option D, les changements au niveau des éléments de configuration. Bien, chaque fois que vous répondrez à ce genre de questions en évoquant un changement au niveau d'un élément ou d'un groupe d'éléments limité, eh bien, vous ferez fausse route. Si l'on prend par exemple les produits individuels ou les procédures ou même les éléments de configuration, on fait bien sûr fausse route. Car le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'initiative d'amélioration, mais c'est que celles-ci sont isolées et donc en silo. Il faut donc une approche plus holistique.
L'organisation doit considérer les choses du point de vue des flux de valeurs et non pas des éléments individuels. La bonne réponse ici, c'est donc la réponse B. L'organisation doit concentrer son attention sur des changements ou doit effectuer des changements au niveau des flux de valeurs.